est parmi nous. Jésus-Christ est parmi nous. Jésus-Christ est parmi nous tous les jours. Jésus-Christ est parmi nous. Jésus-Christ est parmi nous. Jésus-Christ est parmi nous tous les jours. Jésus-Christ est parmi Il est parmi nous tous les jours. Il est parmi nous, il est en nous. Jésus-Christ est parmi nous. Jésus-Christ est parmi nous tous les jours. Jésus-Christ est parmi nous. Jésus-Christ est parmi nous. Jésus-Christ est parmi nous tous les jours. Jésus-Christ est parmi nous. Il est parmi nous. Jésus-Christ est parmi nous tous les jours. Jésus-Christ est parmi nous. Il est avec nous tous les jours. Jésus-Christ est parmi nous tous les jours. Jésus-Christ est parmi nous. Jésus-Christ est parmi nous. Chante Alléluia. Alléluia, oh Alléluia. Alléluia, Nassau. Alléluia, oh Alléluia. Nassau. Alléluia, oh Jésus est mon ami de tous les jours. Amen. On a envie de dire, de continuer comme ça jusqu'à ce qu'on se retrouve au ciel. Merci pour les louanges, l'adoration qui nous positionne et qui nous place. Eh bien, nous allons nous mettre en place. Nous invitons celles qui sont dehors de prendre place à l'intérieur. Nous voulons commencer la deuxième plénière. Ceux qui sont encore dehors, vous êtes invités à prendre place à l'intérieur pour la plénière. Vous savez, la vision, ou si vous voulez encore, notre vision du monde oriente notre perception et façonne notre attitude. Et ça devient, par ce fait même, une clé de lecture théologique. Et pour en savoir plus et comprendre comment orienter notre vision ou alors comment concilier notre vision du monde à notre théologie, nous avons une personne, un doyen, un avisé, un spécialiste qui va certainement nous parler et nous donner encore beaucoup plus de détails sur la question pour que nous puissions concilier notre vision du monde à la théologie et surtout la théologie biblique. Et cette personne, c'est Bako Célestin, qui est un doyen d'une faculté, d'une école à Mans en Côte d'Ivoire. Voilà, il vient donc de la Côte d'Ivoire et c'est lui qui a la lourde charge de nous apporter ce message, cet enseignement pendant au moins environ une quarantaine de minutes. Donc nous laissons la place au professeur Bako pour nous animer pendant cette plénière. Ailleurs, on a l'habitude d'applaudir pour accueillir les orateurs. Je ne sais pas si c'est permis ici. Bien, merci. Qu'est-ce qu'on applaudit? On vous encourage, on ne vous applaudit pas, on vous encourage. Chers amis, c'est
toujours avec crainte et tremblement, que nous pouvons nous tenir devant une assemblée aussi auguste, et solennelle, et présenter ou instruire ces érudits. Mais je crois qu'il fallait. Dieu aidant, il fallait. Et merci beaucoup d'avoir accepté de mettre votre temps pour m'écouter. Merci beaucoup aussi également aux organisateurs. Je n'allais pas être là, mais la rencontre, le congrès est historique. Et semblerait-il qu'on ne peut pas ne pas faire venir certaines personnes qui constituent des maillons dans la chaîne de cette histoire. Donc, même si tu n'as rien à dire, viens et ta présence peut aider, peut inspirer, pour encourager. Raison pour laquelle j'ai accepté humblement de venir. Et comme on m'a donné un sujet de le traiter, je vais essayer de le traiter. Je dis bien, je vais essayer de le traiter. On n'a pas le dernier mot. On n'a pas la dernière parole. Et Voltaire dira, tout ce que je sais, c'est que je ne sais rien. Donc, nous sommes simplement à un rendez-vous de donner et de recevoir. Donc, on se partage. C'est un carrefour de partage. Et c'est pour cela que s'il y a des opportunités à intervenir, que les uns et les autres pouvaient partager ce qu'ils connaissent ou bien ce qu'ils pensent utile aussi donner aux autres. Donc, merci beaucoup. Et je remercie le Seigneur pour ce moment que nous allons passer, je crois, à peu près 1 heure de temps ou 1h30. Bon, si on finit en 1h30, c'est bon. Moins d'1 heure, c'est aussi très bon. Donc, essayons d'avancer ensemble. Effectivement, le thème qui m'a été confié s'intitule « Vision africaine du monde et défis théologiques ». Moi qui vous parle là, je suis d'une génération intermédiaire dans l'AEA. Et surtout, nos aînés dans notre espace francophone, j'étais plus proche d'eux en ce temps parce que j'étais l'unique jeune dans notre espace francophone à être dans l'exécutif de l'AEA. Et donc, j'étais un peu proche de nos aînés, comme le professeur Abel venait de dire, mais aussi un peu proche de la nouvelle génération dont je suis aussi plus ou moins membre, parce que c'est une génération émergente. Et Dieu nous a fait beaucoup grâce. Et nous le bénissons pour cela. Évidemment, vision africaine du monde et défis théologiques. Tout à l'heure, je suivais mon collègue Wouter qui avait fait une très bonne présentation. Merci beaucoup. On ne se connaît pas, mais on est des missiologues. Donc, on est complémentaires et j'ai beaucoup apprécié ce que vous avez partagé tout à l'heure dans l'atelier. Et je ne vais pas m'attarder sur ces points qui constituent des bases, que ce soit occidentales ou africaines. De toute façon, les bases restent les bases. Les a priori restent les a priori. Donc, nous allons pas nous étaler davantage encore dans les domaines théoriques que nous pouvons développer. Mais, en tant que missiologue, ce qui m'intéresse beaucoup plus sur le continent africain et particulièrement sur l'espace francophone, ce sont maintenant les conséquences de notre perception, de la vision que nous avons de notre continent, et particulièrement de l'Afrique francophone. Le plus souvent, il y a des choses que nous connaissons, mais des choses que nous ne connaissons pas. Il y a des positifs et des négatifs dans ces choses. Mais il est aussi temps de s'arrêter et de réfléchir sur les échos du passé. Qu'est-ce qui est en train de se passer aujourd'hui?
Et qu'est-ce qu'on peut encore dire de ces choses-là pour l'avenir, pour aider notre continent, notre espace francophone. Donc, voilà un peu ce que je pense pour dire à l'introduction avant d'entamer la phase de la présentation. Bon, je vais essayer aussi, c'est un peu long, mais je préfère faire une lecture rapide, c'est simple. Si vous me suivez, c'est des aspects positifs ou négatifs, des choses pratiques que nous avons comme perception, comme vision sur notre continent et en tant qu'Africains, et surtout les défis théologiques. Les défis théologiques. Et je crois que les défis théologiques n'ont pas de limites. Ils ont des impacts sur n'importe quel espace dans le monde. La parole de Dieu a toujours quelque chose à dire. Quand à l'époque je marchais derrière certains de nos aînés, dans le cadre de l'AEA, surtout dans l'espace francophone, quelques-uns d'eux me disent, Bako, prêche la parole. Quand je voulais prêcher, ils m'interpellaient et disent, Bako, prêche la parole. Prêche la parole. Donc, ce qui tient à cœur de nos aînés, c'est que nous puissions ne pas passer outre la parole. Prêche la parole. À temps et à contre-temps. Ils reviennent, prêche la parole. C'est notre défi. Ce qui est important, c'est que cette parole-là puisse être prêchée et que cette parole puisse avoir un impact dans notre contexte et que cela puisse porter des fruits pour le royaume de Dieu. Ceci étant, mes amis, le continent africain doté de 30 millions de kilomètres carrés, 13,5% de la population mondiale et de ressources considérables dont le reste du monde ne peut se passer, peine à trouver des solutions face aux problèmes de sa jeune génération. Oui, nous sommes dans le combat. Les pays africains ont connu ces dernières années des progrès sociaux et économiques notables. Cependant, les avancées réalisées dans la plupart des cas n'ont pas atténué les problèmes quotidiens, tels que l'amélioration des systèmes de santé et de la création d'emplois. Tout ce que nous subissons aujourd'hui en Afrique est conséquence de notre perception, de la perception que nous avons de notre continent. Les préjugés que nous avons de notre continent. Et cela nous interpelle. Oui, la théologie, considérée comme étant la mère des sciences, est une force de transformation de nos sociétés, ayant la capacité de promouvoir des valeurs sûres en tant que se positionner sur le plan intellectuel, culturel, éthique, politique et social pour reconquérir le terrain concédé à la sécularisation. L'étude théologique peut-elle apporter des solutions aux problèmes du continent africain? Voilà la question. Voilà le défi. Oui, à travers cette étude ou cet exposé, nous essayerons d'énumérer les problèmes majeurs du continent africain et d'identifier l'apport de la formation théologique en réponse à ces problèmes. D'abord, le grand 1, nous parlerons des problèmes du continent africain par rapport à notre perception de la vie, par rapport à la vision que nous avons de notre continent. Je vais être assez pragmatique pour nous permettre de percevoir les réalités dans lesquelles nous sommes et cela peut nous engager aussi dans l'action. Donc, dans les problèmes du continent africain, nous avons les problèmes économiques, le secteur agricole peu productif. L'agriculture est la principale activité économique
de la plupart des États africains, mais elle ne parvient pas à satisfaire totalement les besoins nationaux. Plusieurs raisons expliquent la fragilité de l'agriculture africaine, entre autres les conditions naturelles médiocres. Les conditions climatiques rurales sont marquées par les aléas causant d'importants épisodes de famine à travers le continent. La faible fertilité des sols, les inventions des prédateurs, chenilles, légionnaires, les acrédiens, les oiseaux, des facteurs humains et techniques défavorables, les problèmes de droits fonciers, les problèmes de mécanisation agricole, outillage rudimentaire, des problèmes de productivité très souvent en lien avec des techniques peu productives, les politiques agricoles inadéquates se caractérisent en partie par une insuffisance de la transformation locale. La production agricole, laquelle production met l'accent sur le développement des cultures, des rentes, qui se fait au détriment de celles vivrières. Ces productions sont victimes de la concurrence internationale. L'insuffisance des capitaux est un corollaire de cette situation. Deuxième problème que nous rencontrons sur notre surface ou espace francophone ou africain, les problèmes d'industrialisation. Malgré le potentiel minier et énergétique important du continent, l'industrialisation de l'Afrique demeure très faible, avec la non-transformation sur place des matières premières. En outre, il y a le mauvais état des infrastructures routières, l'insuffisance des moyens techniques et financiers, c'est-à-dire les capitaux, l'insuffisance de la main-d'œuvre qualifiée, la faible ou la mauvaise exploitation des ressources minières et énergétiques. Troisièmement, les problèmes du commerce et des finances sur notre espace. Le commerce intra-africain reste très faible, alors que les pays peuvent entretenir une complémentarité. En matière de commerce extérieur, la balance reste déficitaire. L'Afrique importe des biens d'équipement, les articles de luxe pour satisfaire les besoins de consommation de certaines classes sociales, exporte des matières premières ou de produits agricoles qui sont revendus après transformation dans les anciennes métropoles, d'où déficit de la balance. Nous sommes constamment en train de vendre nos biens à l'extérieur. Je voulais parler de contexte commercial. Ce déficit a pour conséquence le manque de capitaux et une épargne insuffisante, un manque d'investissement et de développement. Aussi, les pays africains sont confrontés à la détériorisation des termes d'échange. Dans une telle situation, ils se retrouvent dans le cercle infernal du sous-développement et d'endettement chronique. Ces États sont alors pauvres et endettés et dépendent de l'aide internationale. De nombreux États dépendent de l'aide économique bilatérale, multilatérale et même internationale, avec ses avantages et ses inconvénients. En effet, bien que cette aide soit un geste de solidarité internationale et humain incontestable, elle s'accompagne souvent de flux de capitaux, des bénéficiaires vers les pays donateurs, sous diverses formes, achat de matériel, traitement des techniques et des entreprises des pays fournisseurs. Le FMI, c'est-à-dire le Fonds monétaire international, impose des politiques d'austérité qui aggravent la misère et provoquent les révoltes populaires. Sous dépendance économique, les pays africains subissent les effets de la domination des pays industrialisés. L'expansion ou la récession économique des pays industrialisés se manifeste dans des pays
sans qu'on puisse y échanger quoi que ce soit. Grand P, je parlerai aussi des problèmes socio-culturels. Les problèmes sociaux, dans son ensemble, la population africaine se heurte à de nombreux problèmes sociaux. Oui, l'Afrique, en 1960, était sous-peuplée, mais avec une forte proportion de jeunes exportés au chômage, à la mauvaise qualité des systèmes éducatifs et aujourd'hui au terrorisme. Le taux d'alphabétisme est élevé. La faible scolarisation est toujours d'actualité. L'insuffisance des écoles primaires et secondaires favorise cette situation. L'inadaptation des programmes scolaires, calqués le plus souvent sur ceux des métropoles, ce ne produit que des acculturés. Oui, de faibles systèmes sanitaires réduisent la qualité de la main-d'œuvre, l'insuffisance des hôpitaux, des personnels qualifiés, le coût élevé des médicaments périmés expliquent l'état de santé médiocre des populations, particulièrement celles des zones rurales et des bidonvilles. Une grande masse de pauvres victimes de nombreuses maladies, soumis à l'analphabétisme, réduisent le marché de consommation. 2. Le problème culturel. En 1960, l'écart technique entre l'Afrique et le reste du monde était considérable. Depuis la traite négrière, la capacité créatrice des Africains a été freinée. Les transformations en consommateurs, aussi bien que des produits manufacturés que naturels. L'individualisme se développe au détriment de la vie communautaire, ciment ou corps social africain. Le mimétisme de l'Occident entraîne l'échec de nombreux projets de développement en Afrique. Sur le plan culturel, en plus des déracinements culturels, l'effritement des valeurs culturelles liées à l'éclatement, grande unité familiale favorise les montées de l'individualisme. Grâce les problèmes politiques, les conflits interétatiques, à la place des grands ensembles économiquement viables et politiquement homogènes, la balkanisation va créer de jeunes et de micro-États aux frontières arbitraires. En effet, certains peuples se trouvent divisés entre plusieurs États différents par des frontières. Par exemple, on a les Ewe qui sont situés entre le Togo et le Ghana, les Sénoufo entre la Côte d'Ivoire et le Burkina Faso et le Mali, les Yoruba entre le Bénin et le Nigeria. Les problèmes frontiers ont opposé de nombreux États voisins. Les guerres entre la Haute-Volta et le Mali en 1975 et 1985, les querelles sahéliennes qui opposent le Maroc et l'Algérie, la guerre entre le Tchad peut-être et la Libye et les autres, la guerre Cameroun-Nigeria à propos de la presqu'île de Bakassi, le Burkina Faso au Bénin, etc., etc. Oui, 2. Les problèmes d'intégration d'unité nationale. La majeure partie des territoires indépendants sont confrontés à un problème d'unité nationale. Dans ces États, on note une survivance du tribalisme et du régionalisme. Les populations placent toujours les intérêts de l'ethnie de la région avant l'intérêt national, d'où le développement du népotisme, le favoritisme, qui mène et bloque l'administration, restée calquée sur le modèle du colonisateur. Ces oppositions ethniques ou régionalistes dégénèrent
quelquefois en de véritables guerres civiles et des affrontements sanglants. Le conflit katangais au Zaïre en 1960, la guerre du Biafra au Nigeria en 1965 à 1970, le problème casamançais au Sénégal déclenché le 31 décembre 1982, la question Touareg au Mali, des rébellions en 1963, 91, 2005 et depuis 2012. La question Touareg au Mali, la rébellion en 1963, en 91, 2006 et depuis 2021. La crise soudanaise, 1955 à 1972, 1983 à 2005, 2011 à ce jour. La crise centrafricaine depuis 2013, la crise politico-militaire ivoirienne depuis 2002 à ce jour, si j'ose le dire. 3. Les problèmes de bonne gouvernance. Depuis l'indépendance, le continent africain connaît des problèmes politiques récurrents. L'absence de bonne gouvernance et la corruption des élites politiques conduisent à des détournements des deniers publics, un accaparement des ressources par des groupes politico-ethniques. De plus, en Afrique, les carences institutionnelles qui empêchent le fonctionnement satisfaisant des institutions proviennent entre autres de l'inadéquation de nos constitutions qui n'intègrent que très rarement nos réalités socio-culturelles, nos pratiques de la séparation des pouvoirs, au lieu de s'approprier une coopération souple et transparente entre les pouvoirs, pour le plus grand bien du plus grand nombre, favorise une collision entre les pouvoirs pour donner une satisfaction rapide au plus petit nombre. Tout cela entraîne l'instabilité des pouvoirs et l'existence d'un environnement économique défavorable. Point 2. Les problèmes récents. La pandémie à coronavirus. La pandémie a officiellement touché en Afrique plus de 110 millions de personnes et causé plus de 235 000 décès. Si le continent reste à ce jour le moins touché par le virus, l'accélération rapide des contaminations ces derniers temps, à ce temps, n'est pas de nature à rassurer les décideurs publics. En 2020, la pandémie a plongé la plupart des économies du continent dans une récession historique. Et stoppant net l'élan pris ces dernières années par les pays africains. Pour mettre fin à cette pandémie, les pays africains ont donc multiplié les commandes de vaccins auprès des fabricants internationaux, dans le cadre notamment de l'initiative à Covid de l'Organisation mondiale de la santé, l'OMS, visant à fournir plus de 2 milliards de doses de vaccins aux pays en développement. D'ici 2021 ou plus, l'objectif affiché par la majorité des nations du continent est d'immuniser dans l'immédiat une large partie de la population contre le virus. Outre son éradication sur le plan strictement sanitaire, il faudrait aussi relever les défis sociaux d'Afrique pourraient basculer dans l'extrême pauvreté en raison de la pandémie, une situation, en raison de son impact grandissant dans la vie des populations africaines. La question a plusieurs fois été posée au menu des sommets de l'Union africaine et d'autres organisations régionales. Le défi de la lutte contre le terrorisme en Afrique se joue sur plusieurs fronts. Le premier est le Sahel, qui a été marqué ces dernières années par une réjouissance des attaques de groupes terroristes tels que Boko Haram, Tchad, Cameroun,
Niger, El-Qaïda au Maghreb islamique, ou l'État islamique dans le Grand Sahara, les soulèvements, les bouleversements ou changements politiques qui ont marqué la région depuis 2020 ont eu un impact conséquent sur la manière dont le gouvernement du G5 Sahel, Burkina Faso, Mali, Mauritanie, Niger, Tchad, réussiront à contenir l'avancée du terrorisme. Le deuxième front sur lequel se joue la lutte contre le terrorisme sur le continent est l'Afrique australe. Depuis 2019, la Mozambique fait face à une insurrection djihadiste menée par des groupes armés se réclamant de l'État islamique. Selon l'ONU, leurs attaques ont déjà fait des milliers de morts et plus de 530 000 déplacés. Mais surtout, ils ont commencé à s'étendre à d'autres pays de la région. Une première attaque ayant visé en fin 2020 le village tanzanien. Le village tanzanien de Kitaya. Pour contrecarrer l'avancée des terrorismes qui sont surtout actifs dans le nord du pays, Maputo a signé une alliance avec la Tanzanie et l'Union européenne, auxquelles veulent s'ajouter le Zimbabwe et la France. 3. La gestion de la crise climatique. Selon les statistiques 2016-2020, ont été des années les plus chaudes jamais enregistrées au niveau mondial en Afrique. Ces bouleversements se sont manifestés sous diverses formes et en 2020, épisode prolongé de sécheresse et d'Afrique australe et dans la corne de l'Afrique, inondations en Afrique de l'Ouest, invention des criquets en Afrique de l'Est. Toutes ces situations ont été coûteuses en vie humaine et ont également détruit les cultures et moyens de subsistance de milliers de personnes. Réunis lors de One Planet Summit le 11 janvier 2021, les pays du continent et leurs partenaires internationaux ont déjà mis en place pour lutte contre les changements climatiques. En tout, 14,2 milliards de dollars ont été promis pour financer l'initiative de la Grande Muraille verte pour le Sahel et le Sahara, dont 5 milliards de dollars d'investissement énoncés par la Banque mondiale, 6,5 milliards de dollars sur 5 ans programmés par la BAD pour faire progresser ce projet historique. L'Afrique compte 7 des 10 pays les plus vulnérables des changements climatiques dans le monde, alors qu'elle n'émet que 4% de gaz à effet de serre. Les migrants africains, point 4. Le dynamisme des flux de migrants clandestins africains continue à présenter des opportunités d'exploitation pour les groupes extrémistes, violents et criminels. Les migrants africains continuent à bouger avec en moyenne 78 000 migrants clandestins africains interceptés chaque année sur les rives sud de l'Europe entre 2014 et 2019. Les flux de migrants vers l'Europe ne représentent toutefois qu'une voie de circulation. En moyenne, 1 million environ de migrants économiques africains se sont déplacés vers d'autres régions
du continent. Chaque année, pendant la même période, le voyage des migrants continue à être dangereux. Plus de 17 000 décès ont été enregistrés en Méditerranée depuis 2014. Les Nations Unies estiment que les migrations clandestines par la voie terrestre en Afrique sont 2 fois plus grandes que celles de la voie maritime, qu'ils se dirigent vers l'Europe ou d'autres régions d'Afrique. Les migrants africains incapables de se déplacer légalement voyagent clandestinement et sont donc plus susceptibles de subir une forme ou une autre de violence pendant leur période ou leur périple à leur destination. L'immigration clandestine en Afrique a créé un marché lucratif pour la traite des êtres humains, évalué à 765 millions de dollars par an sur la seule route terroriste transaérienne. Une partie considérable de cet argent alimente les groupes extrémistes, criminels et voleurs qui utilisent les fonds pour saper et déstabiliser les gouvernements. L'Afrique connaît des flux de migrants clandestins, alors que sa jeune population, en contrastant expansion, se déplace davantage vers les pays et cherche à l'étranger des possibilités de formation ou de travail. Le dynamisme des flux de migration est, par conséquent, susceptible de se poursuivre dans un avenir prévisible. La montée de l'intelligence artificielle, c'est un défi pour l'Église africaine. L'émergence de l'intelligence artificielle, IA, représente une révolution technique majeure qui touche désormais aussi le champ religieux et théologique. En Afrique, son impact suscite des espoirs, mais également des préoccupations d'ordre éthique, théologique et pastoral. L'intelligence artificielle offre des outils puissants pour améliorer l'interprétation, par exemple, des textes bibliques, comme on a African Bible Study, personnaliser les pratiques spirituelles, des dilemmes moraux grâce aux sciences des données, Data Science Nigeria. Ces outils peuvent enrichir la vie spirituelle et l'enseignement théologique, à condition d'être utilisés de façon éthique et contextualisée. Malgré ces bénéfices, l'intelligence artificielle pose plusieurs défis. D'abord, remise en question des libres arbitres. Les recommandations algorithmiques peuvent influencer la pensée religieuse et les choix spirituels. Risque de déshumanisation, sermons ou prières générés par l'intelligence artificielle peuvent affaiblir la relation incarnée entre le pasteur et les fidèles. Escroquerie religieuse via des tapotes, trompeurs et faux prophètes numériques. Questions théologiques et complexes. Les IA peuvent-ils stimuler ou rivaliser avec l'âme humaine qui est moralement responsable de ces actes? C'est qui des initiatives africaines comme Fake News Africa ou les conférences interreligieuses émergent pour sensibiliser les croyants, lutter contre la désinformation de l'IA, appellent les théologiens africains à développer une certaine responsabilité de l'Église, à discerner des enjeux spirituels. Chers amis,
de tous ces problèmes, nous pouvons continuer à faire des recherches et les énumérer. Mais quel est l'apport de la formation théologique pour la résolution des problèmes en Afrique? Le professeur Isaac Zokwe, dans son ouvrage intitulé « Révisiter la théologie en Afrique », envisage le développement de l'Afrique selon des objectifs. Ces objectifs nous semblent essentiels pour résoudre les problèmes de l'Afrique. A. Le changement de mentalité des citoyens. La théologie peut contribuer à transformer les mentalités de tous les citoyens à tous les niveaux et leur fournir des bases éthiques, des bases morales et des bases spirituelles nécessaires. Alors, il a parlé de l'éthique biblique du travail, il a parlé de l'innovation et pour ceux qui ont la chance de trouver son livre, ils peuvent lire et explorer cela. Et l'élaboration pour une éclosiologie pertinente, c'est-à-dire les interventions dans le domaine politique. Les interventions dans le domaine politique, les engagements, les évêques d'Afrique, toutes confessions confondues, ont joué des rôles considérables dans l'émergence des processus démocratiques. Il y a plusieurs, j'ai cité beaucoup d'exemples. Évoquons aussi les interventions indirectes ou tout éloquents des prélats qui n'ont pas manqué à diverses occasions de critiquer des institutions politiques injustes et leur pays. J'ai donné quelques exemples. Il y a les textes, les interventions directes ou indirectes des prélats africains dans le domaine politique s'accompagnent des textes structurés et réfléchis. Nous pouvons en citer quelques-uns, les plus incriminants. J'ai donné aussi quelques exemples de cela. Il y a la prière. Les prières, la liturgie en Afrique a toujours été un lieu de contestation politique de manière subtile. Les dictateurs ou dictatures ont toujours redouté la force subtile de la liturgie. Oui, chers amis, il y a des noms et des prières édigées par le Nigeria en ce temps-là que je voudrais bien vous lire cela, mais je peux faire cadeau de cela. Il y a la question de l'unité du corps pour impacter des peuples. La Bible affirme que l'Église, il n'y a ni juif, ni grec, il n'y a plus ni esclave, ni libre, il n'y a ni homme, ni femme, car vous tous, vous êtes en Christ Jésus-Christ. Galates 3, 26. Il y a d'autres facteurs. Et enfin, j'appuierai sur les défis ou des opportunités de la mission. De tout ce contexte dans lequel nous sommes dedans, quel est notre rôle? Quelle est l'action à prendre? Je dis d'abord, l'urgence de la mission. Le souci de la mission doit être au cœur de toute préoccupation. L'amour de Christ nous presse. Nous devons aller à la rencontre de ce monde qui attend, souvent sans le savoir, la parole de Dieu. La présence du mal dans le monde, nous devons être conscients de cela. Il y a la mission de l'Église. En tant que chrétiens, nous devons vivre la sainteté de façon pratique et nous dévouer pour Dieu, de peur de perdre notre caractère de sel et d'être entièrement sans valeur pour le monde. Je puis encore citer le cas de la prière pour les nations. La prière pour les nations, très indispensable. Je pouvais encore donner quelques commentaires là-dessus. La justice sociale, les inégalités sont fatales pour l'avenir de notre monde et surtout de notre continent. L'extrême concentration des richesses, du pouvoir et de l'influence d'une poignée de personnes au sommet a des effets pernicieux sur le reste d'entités d'entre nous. Je cite simplement la question de la justice sociale. De tout cela, chers amis, les défis qui sont là. Face à ce problème émergent de notre continent et l'urgence de la mission, l'on pourrait penser qu'il n'y a plus d'espoir. Cependant, derrière chaque problème se trouve une opportunité, un réel défi à relever pour la mission.
notamment dans les défis. Je seulement, pour ceux qui peut-être auront la chance d'avoir mon texte, ils pourront l'exploiter encore davantage. Mes amis, la théologie, qu'est-ce que nous pouvons conclure? La théologie, en tant que la mère des sciences, est d'un apport incontestable pour l'éducation de notre société. Confrontée à de nouveaux défis, l'Église devrait s'approprier l'éducation théologique pour renforcer la foi des fidèles et apporter des réponses concrètes aux problèmes émergents de notre société. Une éducation théologique constante donnera à l'Église d'avoir un impact sur la société et être sel et lumière du monde pour l'expansion du royaume de Dieu dans ce monde. Oh, que Dieu sauve l'Afrique. Que Dieu sauve l'Afrique. Et que l'Afrique soit sauvée. Que Dieu vous bénisse. Merci, professeur Bako, pour cet exposé qui nous plonge au cœur de la réalité africaine et qui propose également la théologie comme une solution. Merci. Et je ne vais pas donc faire un résumé au regard donc, du temps. Je proposerai, normalement, il est laissé quelques temps pour les questions, mais je proposerai, si cela rencontre le consentement de tout le monde, que l'on puisse, pour celles qui ont des questions, qu'ils puissent les écrire, on va les recueillir et on va créer un moment après pour qu'il ait un créneau de temps pour répondre à ces questions si c'est nécessaire. Est-ce que ça va comme ça? On peut aller dans ce sens ou bien on est toujours fort pour qu'ils viennent nous répondre quelques questions? Il n'y a pas de réaction. Quelqu'un disait sans réaction. Donc, d'accord. Bien, alors, donc nous allons prendre notre pause dîner, je pense. Déjeuner? Ah, ok, pause déjeuner. Ah oui. On n'a pas la même logique, c'est vrai, je me rappelle. Alors, pause déjeuner, et puis après, nous reviendrons. Mais avant que nous partions, nous allons demander si le groupe musical peut nous apporter un chœur, nous amener à chanter, que l'on chante. Alors, pour faciliter le travail de modération et d'organisation, nous allons demander à tous les représentants d'institutions théologiques et associations évangéliques représentés ici de passer au niveau du secrétariat, s'enregistrer justement pour des éventuelles interventions ou présentations de leur institution. Là, ça nous permet donc de bien modérer les choses. Donc, s'il vous plaît, passez au secrétariat, présentez-vous, enregistrez-vous pour nous permettre donc d'organiser, de modérer comme il se doit. Merci, que le Seigneur vous bénisse. Appelle, il te répondra. Appelle, il te répondra. Oh, Jésus, le roi des rois.
À toi la gloire, mon Dieu, je te loue, Seigneur. À toi la gloire, mon Dieu, je te loue, Seigneur. À toi la gloire, mon Dieu, je te loue, Seigneur. À toi la gloire, Jéhovah, je te loue, Seigneur. À toi la gloire, mon Dieu, je te loue, Seigneur. À toi la gloire, mon Dieu, je te loue, Seigneur. À toi la gloire, je te loue, Seigneur. À toi la gloire, mon Dieu, je te loue, Seigneur. À toi la gloire, mon Dieu, je te loue, Seigneur. Oh oui, à toi la gloire, mon Dieu, je te loue, Seigneur. À toi la gloire, mon Dieu, je te loue, Seigneur. Oh, aïe, 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 aïe.
merci. Eh bien, nous allons, comme je le disais, prendre une pause, mais c'est l'occasion pour nous de se saluer, de se connaître, de se familiariser, disons comme ça. Et juste avant donc de reprendre, même si le repas n'est pas là, on peut se saluer. Et nous allons terminer cette phase avec la prière du doyen Abel, qui va prononcer une prière pour nous. Alléluia. Nous allons reprendre 45 minutes après. 45 minutes, donc à 14h30. À 14h30. Pour la restauration, ceux qui sont venus de l'étranger vont passer d'abord. Ceux qui ont payé, ensuite et après les commissions. Les membres de commission peuvent